un cas unique sous le Premier Empire. Les femmes pionnières de l'aviation vont beaucoup se référer à Sophie Blanchard. C'est la première pour beaucoup de choses d'ailleurs. Elle a battu des records d'altitude. Elle a volé à plus de 7000 mètres d'altitude dans son petit ballon avec sa robe en mousseline. Il faut être complètement frappé. Elle est tout à fait connue dans la presse comme étant parfaitement intrépide. C'est une qualité. Petit à petit, madame va devenir plus célèbre que monsieur. Personne n'a rien à dire sur elle, sauf les gardes-reins. Tout faire pour ruiner sa réputation. Sophie Muffa, bonjour. Bonjour. Grand merci d'accepter cet entretien pour la chaîne Histoire de France 2.0. On va aborder avec toi l'histoire de Sophie Blanchard. Avant ça, je rappelle que tu es une spécialiste en histoire navale du Directoire à la fin du Premier Empire. Tu es professeur de lettres modernes et membre du Centre d'études napoléoniennes et de l'Institut Napoléon. Tu es notamment l'auteur de Marin de l'Empereur qui a été publié en 2021. Ça pourrait être très intéressant d'ailleurs de faire une prochaine interview sur ce sujet, parce que ça peut intéresser beaucoup de monde qui suit la chaîne. Pour ce livre, tu as reçu la médaille de l'Académie de Marine et le prix du jury de la Fondation Napoléon en 2022. Donc, on va aborder ensemble l'histoire de Sophie Blanchard, qui est une femme qui est peu connue alors que elle est pionnière dans l'aérostation. Avant d'évoquer plus précisément son enfance, est-ce que tu peux revenir sur le concept de l'aérostation qui est pas forcément quelque chose qu'on peut s'entendre en 2026 et quelles ont été les personnes qui ont démarré un petit peu ce concept d'aérostation avant Sophie Blanchard? Alors, l'aérostation, on se reporte en 1783. Alors, il y a des études conjointes avec les frères Montgolfier et Pilâtre de Rosiers qui mènent leur recherche tout à fait secrètement. Alors, il y a Pilâtre de Rosiers qui va être le premier pilote, on va dire, expérimental. Il y laissera sa vie d'ailleurs. Et les deux Montgolfier qui ont de l'argent, eux, pour mener leurs propres recherches. Alors, c'est deux dilettantes, ce sont des aristocrates fortunés qui s'ennuient, qui mènent leurs propres recherches en aérostation. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi ils ont décidé un jour de se dire que l'homme était plus lourd que l'air et que ce n'était pas normal. Et il y a conjointement d'autres personnes qui mènent des recherches également en aérostation. Charles et Robert qui mènent leurs propres recherches en aérostation, mais de façon différente. Donc, les frères Montgolfier, eux, mènent leurs recherches sur l'air chaud, les ballons à air chaud. Ils vont faire chauffer de l'air et s'apercevoir que l'air dilaté, ça fait monter la nacelle et le ballon lui-même, qui est en soie à l'époque. Attention, c'est en soie. Et les frères Charles et Robert, eux, vont concevoir un ballon à feu, c'est-à-dire un ballon à hydrogène. Ces deux binômes vont se faire concurrence en 1783 et quand les frères Montgolfier vont mener leur propre expérience publique pour faire décoller leur ballon avec la nacelle à l'air chaud, ça va être d'abord une première expérience chez eux qui vont réitérer dans les jardins des Tuileries, si je ne m'abuse, en présence du roi. Ça va être une expérience extraordinaire. Ils vont être pensionnés, financés. Et quand un mois plus tard, Charles et Robert vont faire la même expérience, mais avec de l'hydrogène, les gens vont se dire, c'est bon, on a déjà tout vu. Sauf que c'est à l'hydrogène. Et l'hydrogène, à l'époque, il faut le fabriquer. Donc, c'est cher. Alors que l'air chaud, il suffit c'est facile à produire, l'air chaud. Mais l'hydrogène, il faut le fabriquer et c'est extrêmement cher. Donc, ils vont mener conjointement leurs recherches et ils vont fonctionner également. Parallèlement, on a une espèce d'illuminé tout à fait étrange qui s'appelle Jean-Pierre Blanchard. Alors, lui, c'est déjà un aventurier à l'époque. C'est un type tout à fait... il est spécial. C'est un inventeur qui rate à peu près tout ce qu'il fait. C'est un joueur qui perd au jeu. C'est quelqu'un qui est très doué pour faire des dettes. Et c'est quelqu'un qui se pique lui aussi d'aérostation, surtout après avoir vu les expériences des frères Montgolfier. C'est pour lui une espèce de révélation. Donc, il va créer une espèce de machine qu'on a appelée la machine de Blanchard, qui va être un échec formidable. Il va d'ailleurs contacter... c'est un échec merveilleux, mais c'est un échec merveilleux
au sens où il va communiquer lui aussi sur sa machine qui doit fonctionner également à l'hydrogène comme celle de Charles et Robert. Il va y avoir une espèce de rivalité entre les deux. Il va contacter Benjamin Franklin pour qu'il vienne assister à la démonstration maintes fois repoussée à cause du temps, à cause d'un problème technique, à cause d'un tas de trucs. Finalement, sa démonstration sur sa fameuse machine n'aura jamais lieu. Il va en construire une autre, et puis de toute façon, Benjamin Franklin ne va pas venir. Alors, bon, il est à Paris en ce moment, Benjamin Franklin, on est en 1784, voilà. Donc, entre 83 et 84, va y avoir 3 inventeurs. Vous avez les frères Montgolfier pour les ballons à air chaud, Charles et Robert pour les ballons à hydrogène, et Blanchard tout seul dans son coin avec une machine étonnante. Alors, il faut savoir, hein, il y a bien une nacelle avec un ballon, mais il y a aussi des ailes qui sont censées battre l'air pour faire avancer le machin. Donc, c'est tout à fait improbable. Et ça ne marche pas. Oui. Et ils essayent. Et ça ne marche toujours pas. Ça, c'est les débuts de l'aérostation. C'est tout à fait expérimental. C'est toujours pas à quoi ça sert, en fait, à l'époque. Alors, on va faire un petit rétropédalage de quelques années pour… effectivement, on va reparler de Jean-Pierre Blanchard. Effectivement, dans ton livre, on voit qu'il a une vie vraiment assez étonnante de loser éternel. Et… alors, il y a cette fameuse légende de la rencontre entre Sophie Blanchard enfin, entre Sophie et Jean-Pierre. Juste avant, donc, elle est née, Sophie Blanchard est née en 1778 à Trois-Canons, dans l'actuelle commune d'Yves, qui est au sud de La Rochelle. Est-ce que tu peux revenir sur son enfance à Sophie Blanchard et sa fameuse rencontre avec, enfin, du coup, Sophie épouse Blanchard et sa rencontre avec son mari, son futur mari? Alors, Sophie Armand, donc, épouse Blanchard. Alors, elle, alors déjà, rien que sa naissance, c'est déjà une légende. En fait, une partie du livre va consister à démonter toutes les légendes sur Sophie Blanchard et Jean-Pierre Blanchard pour remettre un petit peu la vérité historique, parce que finalement, elle est connue que pour ce qui n'existe pas sur elle, en fait. Donc, sa fameuse naissance, elle est née à Trois-Canons. Alors, Trois-Canons, ça existe toujours. Ça dépend de la commune de Yves, qui est au sud alors très au sud de La Rochelle, mais plus au sud c'est dans le Marais, en fait. Hein. Et bon, Trois-Canons, c'est vraiment un trou. Hein. Il y a 4-5 maisons alors, il y en avait sans doute plus au XVIIIe siècle, mais aujourd'hui, il n'y a presque rien à Trois-Canons. Hein. On en fait le tour en 5 minutes. Enfin, ça a le mérite d'exister et d'être le bourg où est née Sophie Blanchard en 1778. Alors, elle est née aux alentours du 20 mars. Elle est née dans une famille pauvre et dans une famille protestante. Et on n'a aucune trace de son extrait de naissance, même du mariage de ses parents. Elle a probablement été baptisée au désert. Ce qu'on disait que baptisée au désert, c'est de façon clandestine avec un pasteur itinérant. On est dans les environs de La Rochelle et le protestantisme est encore assez actif. Donc, Sophie Blanchard, elle est née dans une famille pauvre et il n'y a rien de plus à en dire, en fait. Elle a une enfance tout à fait tranquille, tout à fait calme. Elle dira elle-même plus tard qu'elle avait été nourrie au lait de chèvre. Et en fait, elle a une enfance tout à fait tranquille. D'ailleurs, on ne trouve absolument aucun texte, aucune archive, rien sur Sophie Blanchard avant son mariage avec Jean-Pierre Blanchard. C'est comme si elle était née, hop, pour se marier avec Blanchard, et entre-temps, il ne s'est rien passé. C'est tout à fait étrange, alors qu'en fait, pour qu'elle l'épouse, il a bien fallu qu'elle le rencontre à un moment ou à un autre. Donc, parce que ça ne s'est pas fait comme ça. Alors, le mariage entre Blanchard et Sophie Armand, là encore, il y a toute une légende tout à fait farfelue. Il semblerait que, alors, d'après la légende, que Jean-Pierre Blanchard ait atterri avec son ballon de façon tout à fait fortuite en 1778 dans un champ et qu'il était recueilli par monsieur et madame Armand et que pour payer sa pension, il leur a promis d'épouser leur fille parce que madame était enceinte. Ce qui déjà est tout à fait incroyable parce qu'en 78, l'aérostation n'existe pas, donc comment pourrait-il avoir un ballon? Alors madame est enceinte
il leur promet d'épouser sa fille pour payer sa pension. Alors, je ne sais pas si on pratique déjà l'échographie à l'époque, hein, mais Oui. il aurait déjà fallu que… Oui, oui, non, mais voilà, elle a une fille, très bien, mais à l'époque où il promet ça, il est déjà marié. Donc bon, alors Blanchard, il est marié, il a des enfants. Il aurait fallu que pour que Sophie l'épouse, que il soit pas marié ou il soit déjà veuf, hein, quand elle aurait 16 ans. Seulement quand elle a 16 ans, Sophie, lui, il est toujours marié. Donc, enfin bon, et puis voilà, donc la prétendue rencontre entre les parents de Sophie et Blanchard, elle est du domaine de la légende. Maintenant, ils se sont probablement déjà rencontrés. Ça, c'est sûr, parce que pour qu'elle l'épouse, il a bien fallu un moment qu'ils se rencontrent. Seulement, voilà, on n'a aucune information fiable sur la rencontre entre les parents de Sophie Blanchard et Blanchard, ou bien la rencontre de Sophie Armand et Jean-Pierre Blanchard. On ne sait pas comment ils se sont rencontrés. Toutes les légendes qui courent dessus, c'est de la légende, c'est du folklore, c'est impossible. Historiquement, ce n'est pas possible. Alors, il y a cette rencontre, ce mariage, et puis les premières ascensions qu'ils font en couple. C'est un peu comme ça qu'on les retient tous les deux. Jean-Pierre Blanchard, lui, va décéder en 1809. Sophie, elle, a déjà commencé depuis quelques années ses ascensions en solitaire. Elle se fait remarquer notamment à Rouen en 1806. Est-ce que tu peux revenir sur cette période où elle va vraiment elle est plus attachée à son mari qui était un peu le roi de la loose, comme on disait tout à l'heure, et du coup elle se libère un petit peu aussi de ce chat noir qui est lié à son mari. Elle fait des ascensions, elle a du succès, elle est populaire, elle gagne bien sa vie. Elle redistribue une partie des recettes de ses ascensions à des œuvres de charité. Est-ce que tu peux revenir sur sa carrière, cette fois-ci, dans l'aérostation entre 1809 et 1815, et notamment sur ses liens avec Napoléon, parce que ça, c'est assez intéressant dans ton livre. On voit qu'elle est invitée à des cérémonies officielles, donc on pourrait aussi en parler. Ah, tout à fait. Alors, en fait, je reviens un petit peu en 1805, hein, parce que le mariage est effectif en 1805, même si on ne sait pas, là encore, la date du mariage, puisque toutes les archives de la ville de Paris, de l'hôtel de ville, là où ils se sont mariés à Paris, elles ont brûlé en 1870 au moment de la Commune. Donc, on n'a pas la date du mariage. On ne sait pas si c'est fin 1804 ou début 1805. Quoi qu'il en soit, en 1804, elle a encore fait aucune ascension, ni en couple, ni toute seule. Et par contre, son mari l'initie à l'aérostation, au gonflage des ballons, enfin, il l'initie. Donc, c'est déjà tout à fait étonnant que monsieur initie madame à l'aérostation. Alors, il faut savoir, elle n'est pas la première à voler en ballon. Elle est la première à voler seule en ballon. Et surtout, en France, elle est la première pour beaucoup de choses. Alors, pour commencer, elle fait une ascension avec monsieur son époux. C'est déjà tout à fait étonnant. En France, ça se passe en 1805. Il y a un gros succès sur cette ascension commune avec son époux en 1806. Donc, lui, il doit voler. Il a un contrat pour un vol. Alors, il faut savoir en fait que les vols à l'époque, en ballon, les gens payent pour venir vous voir voler en ballon, mais ils ne montent pas dans la nacelle. Hein. Ils payent pour voir. Donc, Blanchard, il va gonfler son ballon à l'hydrogène et les gens vont payer pour venir le voir s'envoler et déambuler dans le ciel. Hein. C'est pas un dirigeable, c'est un ballon. Dirigeable, c'est 1852. Hein. Donc, il va voler et les gens payent pour ça. Et quand les gens payent pour voir monsieur avec madame, c'est encore plus extravagant parce que c'est la première fois. Donc, après cette première ascension, il a avec sa femme, donc avec Sophie, il a un contrat encore pour voler à Rouen, mais il tombe malade. Et donc, les gens attendent son rétablissement et puis c'est repoussé, et de semaine en semaine, les gens s'impatientent. Alors, Sophie, elle va faire ce que personne n'a fait avant elle. Elle va décider d'honorer la commande du contrat, d'honorer le contrat en volant seule à bord de son ballon. Alors, la ville dit, ah bah très bien, d'accord, ok, pourquoi pas.
Mais vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ça, vous l'avez jamais fait? Non, non. Elle a volé une fois avec son mari et elle vole toute seule la première fois. Alors, c'est gros succès. Alors, déjà, bien sûr, on sent qu'elle est familière de la manipulation de l'altitude. C'est la seule chose qu'on peut maîtriser à l'époque, hein, l'altitude, hein, pas la direction. Allumer le foyer, faire actionner la machine à hydrogène qui est déjà très compliquée, ça se fabrique, c'est toujours cher. L'enveloppe du ballon, elle est toujours en soie, la nacelle, elle est toujours en osier. C'est à la fois très léger et très dangereux. Mais elle le fait quand même et il y a un succès phénoménal. Et ça va être relaté dans la presse et petit à petit, madame va devenir plus célèbre que monsieur, qui est quand même le premier à avoir volé au-dessus de la Manche. Parce que Blanchard, il est connu pour avoir été le premier à voler au-dessus de la Manche et griller la politesse à Pilâtre de Rosiers et aux deux montgolfiers qui se sont tués en essayant de faire la même chose, mais dans l'autre sens. Parce que lui, il est parti d'Angleterre. Oui, il est parti d'Angleterre, c'est ce que tu as dit dans ton livre. Voilà, il est parti d'Angleterre. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que quand il est à Londres pour préparer ses premiers préparatifs, il rencontre à ce moment-là Pilâtre de Rosiers qui fait pareil, les mêmes tests pour voler, mais dans l'autre sens, depuis Calais. Les montgolfiers et Rosiers, ils vont se tuer au passage, mais Blanchard, il va être connu parce qu'il va arriver à traverser la Manche et toucher ses 12 000 livres de pension. Bon, c'est son seul titre de gloire, hein, parce qu'après ça, ça va être terrible pour lui. Mais revenons en 1806, sa femme qui vole seule est maintenant beaucoup plus connue que lui, parce qu'un homme vole seul dans son ballon, bon, il y en a d'autres qui l'ont déjà fait avant lui, c'est pas un exploit, mais une femme, ah mon Dieu, elle a volé une seule fois avec lui et maintenant elle se lance toute seule. Les gens vont payer pour venir la voir, alors lui, il en prend un peu ombrage, mais finalement, que sa femme gagne beaucoup d'argent qu'il va dépenser au jeu, bon, ma foi, pourquoi pas, hein. Donc, il est pragmatique. Il est pragmatique, mais on est en 1806, 1807. Ils vont faire une tournée européenne, notamment en Hollande, où ça va très bien se passer également. Ça va être parfait jusqu'en 1809. Après, il va y avoir la mort de Jean-Pierre Blanchard, qui va être tout à fait terrible, puisque c'était suite à un accident en 1809, dont il va garder des séquelles. Il va tomber de la nacelle et ça va être pendant des mois et des mois, il va rester chez lui à agoniser. Sophie va tout faire pour soigner son mari, donc elle va laisser toutes ses ascensions puisque ça coûte cher. Elle n'est pas forcément remboursée à l'égal des investissements. Elle va vendre tout ce qu'elle possède, elle va mettre ses chez ma tante, hein, au Clou. Elle va faire des emprunts pour payer le médecin, pour payer les médicaments, pour payer le pharmacien, pour tout payer. Et quand finalement il meurt, Blanchard, il a 13 000 francs de dette qu'elle va s'ingénier à rembourser. On est en 1810 et elle est ruinée. Elle n'a rien du tout. C'est terrible. Alors là, après, ça va être... elle va mettre un point d'honneur à rembourser les dettes de son mari. Et elle va faire ça en moins d'1 an. C'est tout à fait extraordinaire. Oui, puis c'est le début pour elle d'une nouvelle vie. Est-ce que tu peux aborder donc sur la période justement 1810-1815 ces liens avec Napoléon et puis l'entourage de Napoléon? Oui, alors effectivement, Sophie Blanchard, elle est une femme très pragmatique. Elle a noué des contacts entre 1805 et 1810, avec toutes les personnes de la haute société. On a retrouvé des lettres qu'elle a écrites à diverses personnes de la cour des généraux notamment, et elle va faire en sorte de se faire connaître, notamment pour... elle est pragmatique et puis elle est très... je ne veux pas dire opportuniste, mais elle sait saisir l'occasion. Et elle a des rivaux. Sophie Blanchard, et les rivaux, c'est Garnerin. Garnerin, c'était déjà un rival de Blanchard. Et Blanchard et Garnerin se détestent cordialement parce que Garnerin, c'est le premier à sauter en parachute avec un brevet qu'il a déposé au nom de sa femme. Et Sophie Blanchard, elle saute aussi en parachute, mais autrement. De plus, Sophie Blanchard et Garnerin, Madame Garnerin, se détestent tout autant, mais c'est plus fin. C'est beaucoup plus, on va dire, feutré comme rivalité.
autant Garnerin et Blanchard se détestent, et dans la presse, ça se ressent, autant Madame Blanchard, elle va entretenir la rivalité en se montrant meilleure à chaque fois. Elle honore ce contrat, elle gagne de l'argent, elle redistribue l'argent, une partie seulement, de l'argent qu'elle gagne à des œuvres de charité, et elle le fait savoir, surtout elle le fait savoir. Quant à Napoléon, vous avez le sacre en 1804. En 1804, c'est Garnerin qui a la faveur. Mais il est commandé pour une ascension au-dessus de Paris, et le ballon se dirige jusqu'en Italie. Malheureusement, le ballon, il va un peu cracher, et il va cracher sur la statue de Néron, ce qui est un mauvais présage pour Napoléon. Terminé pour Garnerin. Si, je vous assure, c'est vraiment ça. Donc, terminé pour Garnerin, et quand en 1805, et puis pour les festivités du mariage avec Marie-Louise et de la naissance du roi de Rome, il cherche un aérostier, un aéronaute, comme on disait à l'époque, et le seul ou la seule qui soit capable, qui a déjà fait ce genre de choses, qui a du succès, qui est connue, et c'est Sophie Blanchard. Et en plus, Sophie Blanchard, c'est une femme, donc ça plaît beaucoup. Alors, elle sait faire sa cour, Sophie Blanchard, parce qu'elle a des contrats avec l'empereur. En 1810, elle négocie ses contrats avec la maison impériale. En 1811, elle a payé entièrement les dettes de son mari, et elle commence à gagner beaucoup d'argent. Parce que l'empereur, il la voit voler au-dessus des Tuileries, Sophie Blanchard, et c'est fait une spécialité des vols de nuit. C'est très dangereux. Déjà, voler en ballon à hydrogène, c'est dangereux. Mais pour faire un vol de nuit, il faut qu'elle soit vue. Donc, sous son ballon, elle accroche des feux de Bengale et elle jette des feux d'artifice depuis son ballon à hydrogène, qui manque d'exploser, je ne sais pas combien de fois. Elle va faire 68 ascensions, 68 ascensions avec des feux de Bengale, des feux d'artifice, un ballon à hydrogène. On a l'impression vraiment que c'est un show. Elle fait son show. C'est très cher, mais l'empereur, il est ravi. Et il la paye bien. Et comme c'est l'empereur qui la paye bien, dans toute l'Europe, on connaît Madame Blanchard. Donc, en 1811, que fait-elle? Elle va en Italie pour les festivités liées à la naissance du roi de Rome. Elle va voler pour le prince Eugène. Bon, ça ne va pas se passer aussi bien qu'elle le souhaite. Elle va faire une deuxième ascension à Rome. Mais là, pareil, elle est extrêmement populaire dans toute l'Europe. Et où qu'elle aille, que ce soit en Hollande, en Italie, partout ailleurs, elle est connue comme le loup blanc. Et vraiment, c'est quelqu'un qui est, en plus, resté très simple. Elle honore tous les contrats, elle est ponctuelle, elle est honnête, elle a une bonne réputation, elle est veuve et elle ne s'est pas remariée, elle n'a pas d'aventure. C'est quelqu'un qui est vraiment très, très bien en cours. Et évidemment, elle sait jouer de ça. Elle sait jouer de ça, et comme elle honore tous ses contrats et qu'elle gagne bien sa vie, personne n'a rien à dire sur elle, sauf les Garnerins. Les Garnerins, tout faire pour ruiner sa réputation sans y parvenir. On va en parler justement de cette rivalité avec les Garnerins. Juste avant, on arrive à 1815, donc c'est la fin de l'épopée des 100 jours, la fin de Napoléon et le début de la Restauration. Est-ce que cette restauration, donc le retour des Bourbons et puis de Louis XVIII en particulier au pouvoir, est-ce que ça va impacter sa carrière entre 1815 et puis sa mort en 1819? Et est-ce que tu peux revenir aussi effectivement sur cette rivalité entre femmes avec Élisa Garnerin? Alors, les Garnerins, ils sont 5. C'est une espèce de mafia de l'aérostation. Ils sont 5. Il y a monsieur, il y a l'oncle de monsieur, il y a l'épouse de monsieur, la fille de monsieur et la nièce de monsieur. Et tout ce petit monde, l'oncle et le neveu se détestent. L'épouse et la fille et la nièce sont rivales entre elles. Donc, Sophie Blanchard, elle n'a même pas besoin de rival. Tout le monde se déteste cordialement, mais en plus, essaye de ruiner la réputation de Sophie Blanchard. Ils vont rater leur coup. Alors, on va commencer en 1814, au moment de la première restauration, après la première abdication. Sophie propose ses services à Louis XVIII pour les festivités, pareil, de la Restauration, et il accepte. Elle va voler
pour le nouveau roi de France en 1814. Alors, elle est habillée en blanc, elle agite des petits drapeaux blancs dans sa nacelle, voilà, donc on fait sa cour de façon très simple et en même temps très évidente. Et en 1815, les 100 jours, il ne va rien se passer pendant les 100 jours pour Sophie Blanchard. D'abord, c'est trop court. Et puis ensuite, Sophie, elle a un contrat avec le parc du Tivoli à Paris. Oui. Et le contrat avec le parc du Tivoli implique qu'elle fait ses ascensions uniquement à Paris, en parc du Tivoli. Voilà, à chaque fois qu'on lui demande d'en faire une, elle a un contrat avec eux. Elle ne bouge plus après 1812. Elle ne va plus bouger du pays. D'une part parce que elle sent bien que le pays en guerre, la France, même à l'extérieur, elle ne s'est rendue à l'étranger que dans des pays qui étaient en paix ou alliés de la France. Après 1814, c'est plus possible. Donc, elle reste en France, elle reste entre 1814 et 1819. Elle ne va plus voler qu'au parc du Tivoli. Toutes ces ascensions vont se faire là-bas. C'est presque une espèce de routine. C'est le soir, après 10 heures du soir, c'est feu de Bengale, c'est feu d'artifice, les gens payent. Bon. Et à chaque fois, elle essaye de se renouveler un petit peu. Bon, mais ce n'est pas toujours évident. Pendant ce temps-là, monsieur, madame Garnerin vont essayer de la discréditer dans la presse en disant que elle ne s'occupe pas de ses parents âgés et dans le besoin. D'une autre Madame Blanchard, c'est scandaleux, c'est pas possible, alors qu'en fait, cette Madame Blanchard, c'est la sœur de feu son époux qui, en fait, s'est remariée. Et elle n'est pas veuve, elle est toujours mariée. Et c'est son mari qui ne s'occupe pas d'elle. C'est pas. Donc les Garnerins vont entretenir la confusion entre la belle-sœur dont elle ne s'occupe pas, qui porte son nom de jeune fille, mais alors qu'en fait, pas du tout, elle est remariée. Et quant à Sophie Blanchard, elle a adopté une fille parce que Sophie n'a jamais eu d'enfant. Elle avait adopté avec Blanchard un enfant qui est décédé jeune, à 12 ou 13 ans, et elle s'occupe très activement de la fille de son logeur, à qui d'ailleurs elle va léguer toute sa fortune à sa mort. Donc, la rivalité entre les Garnerins et Blanchard, elle est savamment entretenue par les Garnerins. Et Sophie, elle est très classe. Elle ne répond jamais. Ouais. Elle ne fait aucun article dans la presse. Elle ne répond pas. Elle l'ignore superbement. Ça lui passe totalement au-dessus, si j'ose dire, dans les airs. Bon. Et ouais. Elle se contente de faire son métier et de prouver qu'ils ont tort par des actes. Et jamais dans la presse, jamais une calomnie, jamais un article, rien du tout. Et comme elle a la faveur des journalistes, les Garnerins, ils ont beau dire ce qu'ils veulent, rien ne se passe pour eux. Donc, c'est un échec patent, la calomnie de Sophie Blanchard. Et elle est très au-dessus de ça. Elle est vraiment... elle se comporte de façon irréprochable. Alors, forcément, quand arrive entre 1815 et 1819, on va dire, c'est une espèce de routine, c'est un peu plan-plan. Elle est toujours à Paris, dans le parc du Tivoli, elle vole. Pendant ce temps-là, les Garnerins, ils font ce qu'ils peuvent pour la discréditer, mais ils n'y parviennent pas. Et regagner la faveur du roi, ils n'y parviennent pas non plus. Donc, c'est une rivalité qui n'en est plus une au bout d'un moment, puisque quoi qu'il fasse, ça ne marche pas. Ouais, elle est au-dessus de ça. Littéralement, oui. Ouais. Oui, c'est ça, littéralement, exactement, au sens propre comme au sens figuré. On en vient à 1819, au mois de juillet, c'est le mois de son accident mortel. Alors, c'est assez précis cette partie-là dans ton livre. Tu expliques le contexte qui a amené à cette ascension, l'ascension en tant que telle, la chute mortelle. Tu nous rappelles qu'elle tombe de la nacelle au-dessus de la rue de Provence à Paris, au numéro 16, de la maison du numéro 16. Alors, je ne sais pas si la numérotation a changé entre-temps, entre 1819 et 2026 à Paris. Ouais. Alors, la rue de Provence, en revanche, elle existe toujours et c'est pareil, il y a des références au parc de Tivoli un peu partout dans ce quartier. Pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas Paris, c'est entre le 8e et le 9e arrondissement, la rue de Provence. On peut toujours la traverser.
C'est un immeuble maintenant assez standard haussmannien au numéro 16. Il n'y a aucune plaque à ma connaissance à cet endroit-là, mais c'est pour situer entre la gare du Nord et la gare Saint-Lazare, cette rue de Provence. Est-ce que tu peux nous expliquer, revenir sur cette journée fatale pour elle et puis sur les hommages posthumes qui ont eu lieu à la suite de son décès? Alors oui, en fait, c'est une ascension qu'elle prépare déjà depuis plusieurs jours, qui avait déjà été repoussée en raison de la météo, parce que les ascensions en ballon, il faut qu'il fasse beau, hein. Donc, même s'il fait nuit, le vent, il ne faut pas qu'il soit trop fort, il ne faut pas qu'il pleuve, il ne faut pas qu'il y ait d'orage. Enfin bon, il faut une certaine conjonction météorologique. Et l'ascension a été plusieurs fois repoussée, et finalement, elle l'annonce pour 22h ou 22h30, je ne sais plus précisément. Les préparatifs, les gens peuvent assister aux préparatifs à condition de payer, et ils vont effectivement payer, et l'ascension commence. Alors tout se passe bien au départ, et puis subitement, le ballon s'embrase. Alors, le ballon s'embrase parce que vous avez les feux de Bengale, l'hydrogène juste au-dessus, et les feux d'artifice qui ne sont pas encore allumés. Donc, à un moment, 68 ascensions, dont 65 avec des feux d'artifice, il y a un moment, il ne faut pas trop jouer avec le facteur chance, et il va finir par la quitter, ce facteur chance, parce que vraiment, c'est extrêmement risqué. Elle a déjà eu plusieurs accidents, des chutes, elle a manqué de se noyer, enfin, elle a déjà eu plusieurs accidents, mais ça ne l'a jamais arrêtée. Donc, ce soir-là, pas plus que d'habitude, elle ne voit pas le problème, elle commence son ascension, et tous les témoins présents disent « le ballon s'est embrasé ». Et tous les croquis, tous les dessins, toutes les gravures, il n'y a pas de photos, qui sont publiées, qui sont dessinées à l'époque, montrent le ballon, la nacelle, et qui sortent de chaque côté du ballon des flammes. Mais de chaque côté du ballon, pas de la nacelle, ça part du ballon. Donc, on ne sait pas précisément ce qui a provoqué ça. Probablement qu'il y a eu une fuite d'hydrogène au niveau de la nacelle et que les feux de Bengale ont tout embrasé. Et très, très vite, bien sûr, ça a été spectaculaire. Le ballon est allé s'écraser sur la toiture du 16 de la rue de Provence. Et en fait, ce n'est pas le ballon qui s'écrase, c'est le crâne de Sophie. Ça va me faire. Le choc est tellement brutal, oui, le choc est tellement brutal que ça va abîmer la toiture, et que le propriétaire, qui n'est pas très content, va demander qu'on lui rembourse sa toiture, en fait. Voilà. Donc Sophie, déjà, je pense qu'elle est déjà morte avant d'arriver au sol, parce que le crâne qui va heurter la toiture et l'abîmer, ensuite elle va tomber au sol et va être ramassée, emberlificotée dans les liens du ballon, dont elle n'a pas pu s'échapper. D'ailleurs, l'aurait-elle pu, qu'elle est déjà morte de sa fracture du crâne. Le corps est quasi intact, en fait. Le ballon, il n'existe plus, tout a cramé, tout a brûlé. Et ça va avoir un retentissement énorme dans toute l'Europe. La mort de Sophie Blanchard, ça va être, mais alors, quelque chose. On en parle dans toute l'Europe. C'est à Paris, bien sûr. Alors, 2 jours après la mort de Sophie Blanchard, les garnerins, qui sont vraiment des charognards, vont demander pour eux-mêmes le contrat de Sophie Blanchard pour le parc du Tivoli. C'est tout à fait insensé. Il n'est pas encore enterré qu'ils vont demander le contrat de Sophie pour eux-mêmes. Voilà. Non, et aucune décence. C'est tout à fait incroyable. Pendant ce temps-là, Sophie, elle va être enterrée, son testament va être ouvert, et elle a une fortune. Elle possède des tableaux. Alors, c'est une grande collectionneuse. Elle a des tableaux, elle aime les fleurs, elle aime la peinture, elle aime les œuvres d'art. Bon, je ne sais pas du tout ce que valent ses goûts en matière d'œuvres d'art, mais elle a un certain nombre de tableaux, elle a des tonneaux de vin dans sa cave, je ne sais pas combien de bouteilles, de l'argenterie, des vêtements raffinés, et 50 000 francs. Donc, ça change beaucoup des 13 000 francs de dette qu'elle avait 10 ans auparavant. Là, maintenant, elle a réussi
à faire fortune. Elle est une femme très aisée au moment de sa mort et elle lègue toute sa fortune à la fille de son propriétaire, qui a 10 ans à l'époque et qui va avoir une fortune colossale. Enfin, colossale non, mais 50 000 francs, plus des tableaux, plus l'argenterie, plus tous les biens meubles. C'est bien pour démarrer dans la vie. Hein. Oui, Donc, voilà, elle va être enterrée au Père-Lachaise avec un monument qui va être construit après sa mort, une aérostèle. Alors, il y a très peu d'aérostèles. Hein. Sophie Blanchard, c'est une des très rares, la seule femme à en avoir une. Et va y avoir au moment de sa mort… Est-ce que c'est une aérostèle pour les gens qui… C'est un monument funéraire qui rappelle l'aérostation et elle est toujours au Père-Lachaise. Et après sa mort, il va y avoir un tas de spéculations sur sa fortune. Alors, notamment des gens qui vont essayer de récolter de l'argent pour les enfants de Sophie Blanchard, qui n'existent pas parce qu'elle n'en a pas eu. Va y avoir ceux qui… tout de suite, on va s'apercevoir de quelque chose. Qui va payer l'enterrement? Le propriétaire de Sophie Blanchard, qui est très classe lui aussi, va payer les funérailles, va repayer la toiture du propriétaire du 16 rue de Provence qui réclame toujours la réparation de sa toiture. Et il reste de l'argent de tout ça, donc l'argent va aller aux pauvres. Hein. Sophie Blanchard, c'est quelqu'un qui est très généreuse et après avoir payé le propriétaire, après avoir payé tout ce dont, avant que la succession soit effective, il va récolter un certain nombre d'argent et la stèle d'ailleurs de sa tombe va être payée par une souscription. Et comme il reste de l'argent, il va s'en servir pour les pauvres de la paroisse de Sophie Blanchard. Enfin, voilà, ce genre de choses. Mais dans toute l'Europe, en une semaine, tout le monde est au courant. Hein. C'est extraordinaire. Il va y avoir un retentissement phénoménal, notamment sur le plan législatif, puisque les députés vont voter une loi assez vite après la mort de Sophie qui interdit les vols aérostatiques de loisirs. Les vols de loisirs vont être interdits parce que c'est dangereux, figurez-vous, sans blague. Il y en a déjà d'autres qui sont morts avant elle. Il y en a beaucoup d'autres, mais on n'en parle pas. Ce sont des hommes. Sophie, c'est la première à mourir d'un accident d'aérostation. C'est la première pour beaucoup de choses d'ailleurs. Hein. Elle a battu des records d'altitude. Elle a volé à plus de 7000 mètres d'altitude dans son petit ballon avec sa robe en mousseline. Faut être complètement frappé. Elle a réussi à faire ça. Donc, elle a fait des expériences pour l'Académie des sciences. C'est vraiment formidable. Elle a fait avancer la science aérostatique d'une façon empirique, pas très scientifique, mais elle a le mérite d'essayer quand même. Et puis, il faut dire aussi que le fait qu'elle soit une femme va beaucoup faire pour sa popularité. Parce que les hommes qui volent, on n'en voit pas tous les jours, mais c'est moins spectaculaire. Bien sûr. Et elle est la première à avoir sa propre entreprise. Elle ne dépend de personne. C'est son entreprise à elle. C'est un cas unique sous le Premier Empire. On en vient justement à la suite, l'héritage de Sophie Blanchard. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Et puis en quoi on peut considérer que son parcours peut toujours inspirer les femmes aujourd'hui? Ah, oula. Alors, les hommages à Sophie Blanchard… Oui, disons que le regard de l'historien de 2026 n'est pas le même que celui des contemporains de 1819. Alors en 1819, les hommages à Sophie Blanchard, partout, hein, il y a quelques rues, quelques parcs, quelques endroits qui vont porter son nom. Par contre, l'endroit où elle habite, où elle habitait, il n'y a pas de plaque qui indique que ici ont habité Jean-Pierre Blanchard et Madame Blanchard. Bon, c'est peut-être un oubli, ministère de la Culture qui n'en a peut-être rien à faire non plus en fait. Hein. Et puis Sophie Blanchard, il va y avoir, oui, effectivement, un retentissement. Les hommages posthumes, ils vont être assez faibles. Parce qu'à part un de ses amis qui va écrire une notice après sa mort, qui va être quasiment la seule biographie contemporaine de Sophie Blanchard, quelques mois après, on n'en parle plus. Il y a cette loi qui est votée pour interdire les vols aérostatiques de loisirs.
mais c'est comme si elle n'avait jamais existé quelques mois après. Alors que les Garnerins, eux, reprennent la place qu'ils estimaient être leur être due. Et d'ailleurs, Madame Garnerin, quand son mari va décéder, elle ouvrira, ce qui est tout à fait incroyable sur le plan historique, des chambres d'hôtes avec Thérèse Figueur, avec Thérèse Figueur, qui est plus connue sous le nom de Madame Sans-Gêne. Elles vont toutes les deux ouvrir des chambres d'hôtes ensemble. C'est tout à fait incroyable. Quant à Sophie Blanchard, c'est la postérité qui va s'occuper de son sort, beaucoup plus que ses contemporains. La postérité va, on va dire, un peu l'oublier. Et par contre, elle va régulièrement faire partie de toutes ces pionnières de l'aviation, de l'aérostation. Les femmes pionnières de l'aviation vont beaucoup se référer à Sophie Blanchard, parce qu'elle est la première à battre des records d'altitude, la première à avoir sa propre entreprise, la première à être d'une folle audace et à ne compter que sur elle-même et pas sur les autres pour honorer ses contrats. Et une espèce d'intrépidité. D'ailleurs, elle est tout à fait connue dans la presse comme étant parfaitement intrépide. C'est comme ça qu'on en parle. Elle est intrépide. C'est beaucoup plus que courageux. C'est complètement inconscient, en fait. Mais à l'époque, c'est une qualité. Donc, les femmes du XXe siècle, je ne parle pas de celles du XXIe, hein. Moi, je suis encore une femme du XXe siècle, et les femmes du XXe siècle et les premières aviatrices seront les nouvelles Sophie Blanchard, parce qu'elles vont, pareil, essuyer les plâtres. Donc, elles vont être les premières pour beaucoup de choses. Elle va beaucoup inspirer les femmes du XXe siècle par sa liberté, par le fait de gagner sa vie seule, sans dépendre de personne, par le fait d'avoir sa propre entreprise, d'être connue des instances politiques et qui l'ont utilisé pour, je ne vais pas dire leur propagande, mais pour leur notoriété. Et le fait d'avoir un aérostier, une aérostière, alors elle disait aéronotrice, hein, Sophie Blanchard, sa profession, elle s'appelle aéronotrice. C'est un mot qui n'existe plus. Maintenant, on a aérostier ou aérostière, mais aéronaute, c'était vraiment le terme qui était consacré à l'époque. Et elle va inspirer les femmes du début du XXe siècle plus que celles de la fin du XXe. En fait, on peut dire qu'un siècle après sa mort, personne ne sait qui elle était, en fait. À part qu'elle était la veuve de Jean-Pierre Blanchard. Ce qui est d'ailleurs assez incroyable, parce qu'être la veuve de Jean-Pierre Blanchard, c'est presque une fin en soi, alors que, même si c'est lui qui l'a initiée, toute sa carrière à elle s'est faite après sa mort. Ouais, elle la doit à elle-même. Ouais. Elle la doit à elle-même. Bien sûr, elle a fait son début de carrière, ses 4 premières années, un vol avec lui et tous les autres en solo. Mais après, c'est sans lui qu'elle a volé, et sans lui qu'elle a fait sa notoriété. Et là, ça a été vraiment quasiment un modèle pour toutes les femmes du XXe qui ont essayé de conquérir leur vie professionnelle autant que leur vie personnelle. C'est à peu près juste pour ça, à mon avis. Mais voilà, aujourd'hui, Sophie Blanchard, elle n'est pas tellement connue. Oui, et donc c'était notre dernière question, et ça a au moins le mérite ton livre a au moins ce mérite de la remettre un peu sur le devant de la scène, pour toute sa modernité, parce qu'elle a quand même, quand on voit son parcours, il y a quelque chose de très moderne dans sa manière de gérer sa vie de femme et sa vie de presque femme d'affaires, même si ça serait peut-être un peu péjoratif comme terme, mais d'entrepreneuse en tout cas. Donc c'était vraiment très intéressant. Merci beaucoup, Sophie. Alors c'est marrant parce que Sophie Blanchard, Sophie Muffat, des fois les deux se confondent. Je ne sais pas si s'il y a eu un lien quand tu as décidé d'écrire cette bio. Alors si tu t'es projeté un petit peu à travers ça. Ça m'a sorti de mes marins. Ça m'a sorti de mes marins de m'intéresser à quelqu'un. Mais en fait, si je me suis intéressée à Sophie Blanchard, c'est parce que Jean-Pierre Blanchard est arrivé dans ma vie au moment où je coécrivais le livre sur la guerre d'indépendance américaine. Et j'ai rencontré Jean-Pierre Blanchard au moment où j'écrivais
où je coécrivais la guerre d'indépendance américaine, puisque Jean-Pierre Blanchard, il est apparu à ce moment-là, il a participé d'une façon un peu étrange, mais bon, c'est pas l'objet. C'est là que je l'ai rencontré et c'est là que Sophie Blanchard est apparue dans ma vie. Et un jour, je me suis dit, il va falloir que je fasse quelque chose avec elle parce qu'elle est tellement extraordinaire que, franchement. Et quand j'ai proposé à mon éditeur qui cherchait des figures, on va dire, un peu différentes, un peu moins convenues, je lui ai dit, je te propose la première femme aéronaute professionnelle sous le Premier Empire qui volait dans des ballons à hydrogène, dans des robes et qui faisait des records d'altitude. Il m'a dit, banco, tout de suite. Et là, Ouais. Stéphane, il m'a suivi dans mon délire aérostatique. Et il a, voilà, et il m'a suivi. Et je me suis beaucoup amusée à écrire ce livre. Oui, on le sent d'ailleurs. Merci beaucoup, Sophie. Pour conclure, la page Histoire de France 2.0 va fêter sur Facebook ses 10 ans à la fin de l'année 2026. On en est au tout début sur la chaîne YouTube, mais est-ce que tu as un petit mot à partager aux abonnés de la page et puis à souhaiter quelque chose de particulier dans la perspective de cet anniversaire? L'anniversaire de Sophie Blanchard, c'est le 20 mars, donc il faudra faire paraître ça le 20 mars. Ce serait intéressant. Ouais. Et puis, soyez curieux. Les gens, soyez curieux. Tous ceux qui suivent la page, tous ceux qui suivent la chaîne, soyez curieux. N'ayez jamais peur d'apprendre. Quand on apprend, on est toujours jeune, en fait. Ouais. Bon, c'est une super conclusion. Avec plaisir. Merci beaucoup, Sophie. Puis au plaisir d'une prochaine interview, peut-être sur les marins de l'empereur ou sur ton livre sur l'indépendance américaine aussi, sur la guerre d'indépendance américaine. Sur la géopolitique de la piraterie également. Ah ben oui, aussi. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup.